Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Bienvenue chers trailers, chers trailers et celles et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, vous savez que tout le monde est le bienvenu à l'écoute de ce podcast qui est malgré tout consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Je suis très heureux de proposer cet épisode sur un format que vous connaissez, le format LTP Demande Conseil. Mais avant de vous présenter le sujet dont il est question, je souhaitais faire le petit message de remerciement habituel à toute la communauté des Patreons, cette communauté de trailers et de trailers ou pas d'ailleurs, bienveillante qui soutient le LTP. Et je salue un nouvel arrivant à la personne de Yannick qui nous vient d'Australie. Et oui, la communauté grandit, s'étend à travers le monde. Cette communauté de soutien est worldwide. Donc c'est vraiment très touchant. Je vous remercie toutes et tous de soutenir le projet comme vous le faites depuis si longtemps. Et puis si vous souhaitez, vous qui ne faites pas partie de cette communauté, intégrer cette belle équipe, eh bien rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant dans le cadre de la pratique de trail et d'ultra-trail ou de sport d'endurance de manière générale. Il s'agit du rôle et de l'intérêt des glucides à l'effort. Et qui de mieux pour parler de ce sujet que Manon Board, diététicienne nutritionniste, athlète élite de niveau international. Elle est d'ailleurs actuellement à Chiang Mai pour les championnats du monde de trail, trail long d'ailleurs, et Thomas Pigois qui est coach et qui teste et pratique depuis de nombreux mois la méthode cétogène, ce qu'on appelle régime cétogène, et je pense que son point de vue est important, intéressant pour avoir une ouverture d'esprit sur ce sujet-là. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Manon Board et Thomas Pigois. Salut Manon, salut Thomas, comment allez-vous? Je suis très content de vous retrouver sur le podcast. Bonjour à vous deux. Ouais, moi ça fait un petit moment que j'ai pas pu participer au podcast. Donc je suis ravie en tout cas de vous retrouver sur un nouveau sujet qui est en plus assez d'actualité. Et puis j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter tes podcasts, Nico, donc c'est toujours un plaisir. Merci, c'est un plaisir également de te retrouver. Comment tu vas, Thomas? Super. Merci de m'accueillir sur ce podcast, un sujet aussi qui me tient à cœur, vraiment sympa de pouvoir en discuter, surtout avec Manon, c'est vraiment top. Alors déjà, en préambule, je souhaitais vous remercier tous les deux vraiment parce que ce sont des sujets alimentation, etc., nutrition, qui sont parfois clivants, parfois on a des positions souvent très arrêtées sur ces sujets-là. Et c'est tout à votre honneur de venir tous les deux, sachant que vous n'avez pas tout à fait la même approche, on va en parler, mais comme je le disais, c'est principalement sur le thème de la discussion et du partage d'expériences. Donc déjà, merci beaucoup de partager vos expériences et vos connaissances. Déjà dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est l'utilisation des glucides et le rôle des glucides de manière générale en endurance, Manon, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton actualité ces dernières semaines, ces derniers mois? Oui, alors de mon côté, il y a eu un été quand même assez chargé au niveau de l'entraînement. Donc un été un peu sportif en tout cas, avec la préparation de l'UTMB et puis des belles courses aussi dans l'été pour préparer au mieux la fin de saison. Donc j'ai mis un petit peu, entre guillemets, le boulot diététique de côté, même si j'étais quand même pas mal sur mon temps de salariat au réseau, quand je pouvais, quand j'avais des jours un petit peu plus off, sur Besançon toujours. Et puis j'ai toujours ma boîte, mon auto-entreprise sur l'aspect nutrition sportive, et j'ai essayé de faire aussi un petit peu des choix judicieux pour bien préparer quand même les dernières échéances sportives. Et voilà, là c'est des heures qui se gèrent un petit peu en autonomie, donc j'arrive quand même à mettre les projets un petit peu de côté ou un peu plus tard, et puis faire un petit peu aussi des projets qui me tiennent à cœur. Donc ça va bien. Donc j'ai eu un UTMB un peu compliqué malheureusement, mais très très riche en expérience, où j'ai beaucoup appris. Et d'ailleurs, on pourra peut-être en reparler parce que c'est un petit peu quand même autour du sujet et de la problématique du jour, par rapport à l'apport, la gestion nutritionnelle à l'effort. Donc ça tombe bien. Et puis là, je suis en pleine préparation pour les mondiaux qui auront lieu en Thaïlande dans un petit mois maintenant.
Donc, je suis partie dans le Cantal la semaine dernière avec toute l'équipe de France. Oui, il en manquait quelques-uns, mais c'était un grand moment de partage, de plaisir et de séances avec quelques petites éclaircies, mais pas mal de pluie. Donc, on s'est acclimaté voilà, à la perfection, j'ai envie de dire, pour aller chercher la chaleur et l'humidité de la Thaïlande. Super. On a vu quelques images, notamment on salue Mathieu Delpech qui a publié une vidéo récemment. Apparemment vous avez passé un super moment et on salue de nouveau Adrien Séguré. Donc merci Manon, super pour ce retour. Thomas, est-ce que tu peux pareil nous donner ton actualité qui vient de se passer? Alors, moi, je termine une saison d'ultra trail assez remplie avec le cinquième là qui s'est déroulé la semaine dernière. J'ai commencé par le Mute, après je suis allé aux Canaries cette année. J'ai fait une belle perf sur Samoins, c'était en juillet, il me semble. Non, c'était juin, Samoins. Juin, je crois. Ouais. Ouais, c'était juin. Ensuite, je suis allé au Val d'Aran, mais j'avais pas récupéré, donc c'était pas une course formidable. Et là, à Nice, j'ai failli faire ma plus belle perf sur Ultra. Mais j'ai eu un petit problème technique à 20 km de l'arrivée. Je me suis claqué un quadrille. Donc voilà, là, je suis en repos. Mais je suis prêt à affronter la prochaine saison. Donc, puis bien motivé par le niveau que j'ai réussi à avoir sur cette fin de saison. Donc, ce n'est que partie remise, en fait. Magnifique. Merci à tous les deux pour vos actus. C'était parfait. Comme je le disais, sujet très intéressant, l'utilisation. Alors moi, c'est un sujet qui me passionne ces derniers temps. Comment créer de l'énergie, comment ajuster son énergie en fonction de l'intensité. Est-ce qu'on a besoin de glucides, etc. De manière générale. Déjà, Manon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes le principe de la création d'énergie via l'ATP notamment? Oui, alors ça me fait remonter un petit peu dans mes cours de Alors, donc c'est vrai que par rapport à ça, on a besoin en tout cas de consommer des glucides et des lipides pour fournir de l'énergie voilà, au corps, de manière générale, pour le fonctionnement du métabolisme de base, mais aussi à l'effort. Donc, on a deux sources énergétiques qui sont pour l'une quasiment inépuisables, notamment voilà, sur l'aspect des lipides, et puis pour l'autre, forcément, on a une limite au niveau des réserves énergétiques. Donc, l'ATP, c'est en fait c'est l'adénosine triphosphate. En fait, c'est vraiment une molécule qui permet justement de fournir de l'énergie par le biais de l'eau dans le corps. Alors, ça se fait ça au niveau du cycle de Krebs, si je me rappelle bien, c'est bien comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut forcément fournir des molécules d'ATP qui rentrent dans le cycle de Krebs pour pouvoir, voilà, dans la chaîne respiratoire un petit peu. Donc, ça se fait au niveau des mitochondries de l'organisme. Et on a deux façons de le faire. Donc, soit via la glycolyse. Donc, en fait, dans le sang, on a des molécules de glucose qui vont être en fait oxydées en pyruvate et qui vont justement créer de l'ATP. Soit par le biais du glycogène. Donc, le glycogène, c'est notre réserve de, entre guillemets, sucre de réserve. Qui est au niveau du foie et au niveau des muscles. Alors, le foie, on a quand même des réserves qui sont à peu près au-delà aux alentours des 300 grammes. Au niveau musculaire, on peut aller quand même de façon assez importante aux alentours des 500 grammes. Ça dépend en fait du sportif, de la personne. Si elle est plus ou moins entraînée, on peut augmenter un petit peu les réserves de glycogène voilà, au niveau du foie et au niveau des muscles. Et puis, on a nos acides gras de réserve dans notre tissu adipeux, en fait, qui peut être oxydé par la voie de la bêta-oxydation. Donc, ça, c'est un cycle qui est un petit peu différent. Justement, on va créer des molécules qui s'appellent l'acétyl-coenzymat. Et en fait, ces molécules-là, elles vont rentrer dans le cycle de Krebs. Elles peuvent être un précurseur aussi pour produire de l'énergie, voilà, produire de l'ATP. C'est une réaction indirecte, en fait. C'est une réaction indirecte, c'est une voie un petit peu, entre guillemets, alors pas d'urgence, mais parce qu'on oxyde des acides gras voilà, tous les jours. Mais en fait, il y a une création de corps cétoniques, et ces corps cétoniques permet aussi de fournir un petit peu de l'énergie en vue d'un travail voilà, physique ou voilà, globalement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, très schématiquement. Et voilà, donc via la glycolyse, la glycogénolyse et la néoglucogénèse, en fait,
Si on n'utilise plus ou pas, si on n'a plus suffisamment de glycogène ou plus de glycogène, on peut utiliser cette voie par les acides gras, par la bêta-oxydation qui permet de fournir de l'énergie. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, donc tu as donné un petit peu des taux de glycogène disponibles, mais en ce qui concerne les graisses et les lipides, on a quand même une réserve qui est relativement conséquente. Ouais, on est sur des milliers, des milliers de calories disponibles, hein. Même si on a une masse grasse basse à 8-10%, on reste quand même sur une ressource énergétique qui est assez inépuisable et ça vaut le coup d'aller justement chercher à optimiser un petit peu cette voie-là par le biais d'entraînement ou par le biais d'alimentation. On en parlera du coup justement avec Thomas, avec sa stratégie à lui. Mais on parle, si je me trompe, on parle de 40 000 calories. Ça dépend, c'est très dépendant. Ouais, mais pour quelqu'un qui est assez sec, quoi. Oui, ça peut être ça. Un homme qui a à peu près 8-10% de masse grasse, on est à peu près dans ces eaux-là. Ouais, une femme, elle est forcément un peu plus haute, donc elle a forcément un peu plus de ressources. Mais oui, et là, c'est des heures et des heures et des jours, en fait, où on pourrait courir sur ces réserves-là, c'est clair. Okay. Mais malgré tout, il faut, pour utiliser ces réserves-là, il faut que le corps soit adapté et il faut qu'il ait l'habitude, entre guillemets, de le faire, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Alors après, ça dépend de plusieurs aspects. Ça dépend de l'intensité un petit peu. Alors quand on parle de l'effort, bien entendu, mais intensité modérée, mais à l'effort, plus on est sur une intensité assez basse, en dessous de 50-60% de la VO2 max, en termes d'intensité, c'est à peu près ça. Plus on va utiliser en fait cette part de faire de la lipolyse, en fait cette part d'utilisation des acides gras et favoriser la bêta-oxydation. Plus on est sur des efforts à intensité élevée en submax, plus on va utiliser plutôt la voie du glycogène. Alors, la glycolyse, ça ne nous concerne pas trop en tant que trailer, parce que, en fait, la glycolyse, c'est quelques secondes, quelques secondes en fait, d'efforts à intensité maximale. Donc, voilà, on est sur des efforts en aérobie, nous. Donc, forcément, c'est-à-dire qu'il faut de l'oxygène. Et il faut justement de l'oxygène dans le cadre du cycle de Krebs pour produire de l'énergie via l'ATP. Donc ça, je ne l'ai pas stipulé, mais en tout cas, il faut forcément de l'oxygène. Sinon, à un moment donné, c'est pas cette voie-là qui sera facilitante. Et ça dépend en effet aussi de l'entraînement. Si on a tendance à avoir des stratégies un petit peu à l'effort de favoriser ce lipomax, ce débit d'utilisation des lipides, ça peut se faire sur des efforts de longue durée ou en faisant de la périodicisation glucidique, par exemple. Je pourrais en parler parce que moi, c'est quelque chose que je peux faire dans mes entraînements, en tout cas. Et on peut justement décaler un petit peu ce seuil d'utilisation des lipides et cette VO2 max, on est à 50-60%, on peut la décaler progressivement à 70% et favoriser cette voie-là en vue de soutenir un apport énergétique plus complet et pour plein aussi d'aspects très intéressants en termes de santé et de performance d'ailleurs. Très bien. Thomas, je fais appel à toi parce qu'on a fait récemment, notamment avec le labo Human Fab sur Aix-en-Provence, des tests d'effort qui ont mis en valeur notamment ce fameux quotient respiratoire ou ce fameux crossover qui est vous me dites si je me trompe, mais le moment où les courbes d'utilisation des lipides et des glucides se croisent. C'est-à-dire que, en gros, pour schématiser, plus on est en faible intensité ou en intensité modérée, plus on va utiliser les lipides, et plus on va augmenter son intensité, plus on va avoir tendance à utiliser les glucides. Et à un moment donné, les deux courbes se croisent et c'est ce qu'on appelle le crossover. Est-ce que j'ai bon, Thomas? T'as bon. J'ai bon. Est-ce que tu peux préciser un peu? Oui, exactement. En fait, en analysant donc avec une analyse des échanges gazeux lors d'un test sur tapis, sur vélo, enfin peu importe, on arrive justement à voir avec ces gaz rejetés la quantité de lipides et de glucides qui va être utilisée par l'organisme. Donc c'est très intéressant dans le cadre de la nutrition puisque ça va permettre de voir exactement dans quelle plage de fréquence cardiaque il va falloir se tenir à l'entraînement pour optimiser. Donc moi, en fait, le jeu, ça a été ça sur mon test à long terme d'un régime vraiment faible en glucides, de pouvoir le faire valider par un test en labo, parce que sinon, on sent que ça marche, mais on n'a jamais des chiffres.
Et bon, effectivement, je ne sais pas si tu veux qu'on parle des résultats maintenant. Pas forcément rentrer dans le détail, mais de manière plus générale, voilà. Expliquer, voilà, parler un peu plus du fonctionnement de ce principe-là, basse intensité, plutôt puiser dans les graisses et haute intensité. Exactement. Ouais, on dit si tu me dis si je me trompe maintenant, mais on dit que quand le QR passe au-dessus de 1, ça veut dire qu'on va utiliser plus de glucides que de lipides. QR, c'est quotient respiratoire. En gros, d'après ce que j'ai compris, c'est le rapport entre le dioxyde de carbone rejeté et la consommation d'oxygène. Manon, j'ai bon? Oui, c'est tout à fait ça. Et alors, c'est juste, moi, j'aimais juste un petit truc, c'est que c'est bien un switch. Hein. Ça ne veut pas dire que on utilise d'un côté que l'un et de l'autre côté que l'autre. C'est progressif. Non. Voilà. C'est de la progressivité. C'est qu'il y a deux filières qui sont à ce moment-là mobilisées, toujours, hein, en fait, au final, enfin, quasiment toujours. Et l'autre chose, ce que disait Thomas, qui est très intéressant, c'est qu'en fait, du coup, ça donne des billes sur notre performance un petit peu cellulaire et l'utilisation de ces filières-là à l'effort de façon très individuelle, très personnelle. Et comme quoi, c'est pas uniquement lié à la disponibilité énergétique du muscle, hein, c'est-à-dire c'est pas qu'une histoire de il reste tant de réserve de glycogène, c'est aussi une réponse en fait qui est intégrée et qui est assez complexe. Et ça mérite en tout cas de se pencher sur soi pour pouvoir après adapter sa stratégie autant nutritionnelle que sa façon de gérer l'entraînement, comme disait Thomas, avec des fréquences cardiaques qui soient régulées, adaptées et en vue d'une performance globale. Donc si je comprends bien, en fonction de l'intensité de l'effort, on va être plus sur une filière lipidique et ou glucidique si on augmente son intensité. Comme tu le disais tout à l'heure, si on est sur des efforts très très brefs, très intenses, on va être vraiment sur de la glycolyse pure, si j'ai bien compris. Par contre, moi j'ai l'impression quand même que notamment dans le cadre de l'ultra trail, on voit que d'après Guillaume Millet, je crois qu'il y a aux alentours de 20-25% sur l'étude qui a été faite sur l'UTMB 2009, 20-25% des gens qui ont abandonné sur problème justement gastro-intestinal. Est-ce qu'il y a un risque à trop consommer de glucides et est-ce que c'est ça qui peut générer ces problèmes intestinaux? Oui, c'est clair, c'est certain. On a des limites au niveau de l'assimilation un petit peu des glucides et notamment par exemple le fructose qui est des fois un petit peu trop présent dans certains produits de l'effort et un petit peu trop consommé à l'effort qui fait que il y a une problématique un petit peu qui se fait plus bas au niveau de l'intestin grêle. C'est pas qu'une histoire d'estomac. Il y a aussi des problématiques au niveau intestinal, bas intestin. Et puis, l'estomac, il a aussi une capacité de vidange qui dépend justement de l'osmolarité un petit peu de son contenu. Donc, plus on consomme riche en glucides et plus il va y avoir une espèce de gastroparésie à l'effort qui va faire que la vidange de l'estomac est compliquée. Avec l'intensité aussi, parce que ça va de soi. Plus on est à haute intensité et plus on a une vidange de l'estomac qui se fait tout doux, moins le bolus alimentaire il progresse et du coup plus il y a de risques de troubles digestifs et du coup si on consomme des glucides en excès par rapport à des grammages qui dépassent les recommandations ou par rapport à des tolérances personnelles, parce qu'aussi il y a des recommandations mais ça ne veut pas forcément dire que ça nous convient, et on risque d'aller dans le mur. Et d'ailleurs c'est pour ça que les stratégies d'utilisation, d'optimisation de la voie de la lipolyse, c'est très intéressant parce que ça prévient et ça limite un petit peu des troubles digestifs à l'effort, notamment sur la durée en tout cas. Donc c'est un des points qui ont fait qu'il y a des études qui se sont penchées sur le sujet ou des sportifs qui sont amenés à mener un petit peu ces stratégies-là. Donc voilà. Parfait. Thomas, est-ce que tu peux nous faire ton retour d'expérience avant la décision que tu as prise de te lancer de prendre à bras le corps ce fameux régime cétogène. Avant cette période-là, tu étais sur une alimentation, on va dire, normale. Tu avais quel type de connaissances? Est-ce que tu as eu des déboires dans tes ultras? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de ton historique à ce sujet? Tout à fait. En fait, moi, ça me parle beaucoup parce que donc ça fait 15 ans que je fais un peu plus même, que je fais du trail, j'ai fait toutes les distances et en fait, quand vraiment j'ai voulu performer sur ultra, j'ai réussi à performer malgré tout, mais vraiment dans la souffrance.
parce que, en fait, moi, je pense que j'ai pas une tolérance exceptionnelle à l'absorption des glucides. Donc ça, et très rapidement, en fait, j'avais des nausées, pas vraiment moi des problèmes. En fait, ça n'arrivait pas jusqu'à l'intestin. Mais c'était vraiment un problème d'absorption. C'est en fait mon estomac, au bout d'un moment, enfin, après, quand tu veux aller vite, comme elle dit Manon, tu es vite aux alentours des 50-80 grammes par heure. Et là, après, moi personnellement, c'est impossible. Et je finissais les ultras dans un état comme si j'avais pris une cuite, quoi. Mhm. C'est-à-dire que pendant 2 jours, j'étais malade. Donc, j'ai subi ça en me disant que de toute manière, il n'y avait pas de solution. Il fallait manger tous les produits qu'on trouvait parce que je voyais que ça. Et puis voilà. Et bon, et petit à petit, j'ai découvert d'autres choses. Je vous en parlerai après, mais effectivement, j'ai vraiment eu ce problème-là et j'ai beaucoup d'athlètes qui viennent vers moi et qui arrivent avec ce problème-là. Donc après, c'est pas, je fournis pas toujours la même solution parce que c'est pas, voilà, je vais pas amener tout le monde à faire la même chose que moi, ça serait stupide. Mais j'en parle et je fais tester parce que c'est une solution, je pense, quand tu as vraiment des problèmes. Tu parlais Thomas de 50-80 grammes de glucides à l'heure. Manon, est-ce que tu peux préciser un peu cet aspect-là de manière générale? Oui, alors c'est les recommandations qui existent, qu'on connaît déjà depuis 2012-2013. Il y avait une réglementation européenne qui avait permis en tout cas de se pencher un petit peu sur la question des besoins énergétiques par heure d'effort sur des efforts en tout cas d'endurance. Et on est aux alentours des 30-40 grammes jusqu'à 80 voire 90 grammes. On voit un Nico Martin que j'ai côtoyé encore la semaine dernière, qui est plutôt, lui, sur les 80 à 90 grammes par heure d'effort. D'autres personnes qui vont être plutôt sur les 40 grammes. Et ça dépend de pas mal de choses. Donc déjà, ça dépend forcément de la tolérance personnelle, comme l'a dit Thomas. Sa propre tolérance, sa propre expérience en vue de ça. Ça va dépendre aussi de son besoin énergétique, parce qu'un grand gabarit aura besoin forcément d'un peu plus d'énergie qu'un petit gabarit. Voilà. Ça va dépendre des conditions environnementales. S'il fait chaud, on a tendance à avoir moins de besoins, mais plus de besoins, on va dire, micronutritionnels, et notamment au niveau des besoins en électrolytes et en eau, mais moins en énergie. Et s'il fait froid, on sera plutôt sur des ratios un petit peu plus importants en glucides, notamment. Et puis après, la dernière chose, c'est que c'est bien joli, c'est des aspects quantitatifs, mais dans ces grammages-là, il y a forcément aussi besoin d'apporter différents types de glucides. Donc, quand on parle de glucides, on parle aussi de sucre. Donc, il faut des glucides à chaîne un petit peu plus longue pour une diffusion un petit peu de l'apport, et aussi pour en prévention aussi des troubles digestifs, c'est intéressant. Mais voilà, maltodextrine ou dextrose, en tout cas, qui apporte en tout cas de l'énergie un peu plus sur le long terme. Et puis, il faut forcément des glucides à chaîne plus courte, des glucides simples, des sucres simples, comme le fructose, le glucose, mais pas uniquement que du fructose, pas uniquement que du glucose, parce qu'il y a des voies de pénétration intracellulaire qui sont différentes. Et du coup, si on veut optimiser l'apport énergétique, pour utiliser des transporteurs différents, il faut forcément avoir une combinaison de 2-3 glucides, sucres différents, tout en étant attentif à pas, justement, comme je disais, fournir que du fructose, puisqu'il y a un risque quand même de problématiques digestives. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les recommandations. Et après, faut tester, faut expérimenter, comme dit Thomas. C'est des années d'expérience pour pouvoir trouver des dosages qui conviennent, et puis une structuration un petit peu dans l'effort qui convienne à soi, en fait. Pour rester un petit peu sur ce sujet-là, j'ai quand même l'impression que ce paramètre d'alimentation est quand même très lié à l'intensité de l'effort. J'imagine que sur un trail qui dure 1 heure, 1 heure et demie, on n'aura pas du tout les mêmes besoins sur cet aspect-là que sur un ultra. Tu confirmes ça? Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, Manon, mais on est vraiment sur des filières énergétiques et des besoins qui sont complètement différents, quoi.
Oui, alors c'est sûr. Après, même sur du long, l'objectif quand même, c'est pas d'apporter des entre guillemets protéines et lipides en vue énergétique. Je m'explique, ça veut dire qu'on est quand même toujours sur un apport essentiellement, voilà, hein, grosso modo, d'apport via les glucides, et qu'après les protéines qu'on va apporter sur le long, hein, via les BCA par exemple, c'est surtout en vue d'éviter tout ce qui va être problématique de fatigue centrale et épargner justement ce glycogène de réserve. Donc ça peut en tout cas être en vue d'apporter de l'énergie, mais surtout en prévention d'utiliser faire de la protéolyse à l'effort puis faire de la contre-performance. Mais c'est avant tout les glucides quand même qui vont être facteurs d'apport énergétique, et on ne va pas non plus apporter des lipides, en tout cas dans ma pratique et puis dans ce que je peux aussi conseiller pour des athlètes, en tout cas des coureurs qui ne font pas du cétogène ou quoi. Les lipides ne sont pas du tout apportés à l'effort, parce que sinon il y a un fort risque de troubles digestifs, puisque les lipides dans l'estomac, bah, c'est aussi en termes de vidange, en termes d'osmolarité compliqué, et ça rallonge en fait le temps de digestion, et aussi le coût, on va dire l'économie en tout cas énergétique, elle est pas du tout en tout cas, adaptée en parallèle aux glucides, voilà, via l'alimentation. Donc on va en apporter moins, plus souvent, mais moins sur le long terme, sur les efforts longs. Sur les efforts longs, ouais. Des moins grosses doses, en tout cas, en vue de prévenir un petit peu, bah voilà, les nausées, les dégoûts aussi, hein, les écœurements. Et puis on va plutôt jouer sur la combinaison un petit peu des glucides, et puis sur des façons aussi de les apporter de manière différente, avec souvent une boisson de l'effort, ou en tout cas une alimentation qui est plutôt liquide, semi-liquide, en prévention un petit peu tous ces désagréments, ces inconforts qu'on a pu citer. Très bien. Thomas, une réaction sur ce sujet? Je sais que du coup, en ce moment, c'est plus trop ta problématique, ça, mais est-ce que si tu veux réagir sur ce sujet? Non, il y a peut-être un truc qu'il faut préciser. Enfin, je pense que sur un effort jusqu'à 1h30, en fait, la nutrition pendant la course a pas vraiment de grande importance. Parce que de toute manière, comme l'a dit Manon tout à l'heure, entre ton foie et tes muscles, tu as cette réserve de 1h30 minimum d'effort. Donc après, c'est surtout un maintien de la glycémie, et c'est surtout une hydratation. Mais après, faut pas que les gens qui écoutent ça se disent qu'il faut qu'ils mangent 80 grammes de glucides sur un 10 km. Exactement, oui. Parce qu'anticiper, c'est aussi, anticiper la potentielle utilisation des réserves, on va dans le mur aussi, donc il faut. Ça sert à rien, ouais. Il faut vraiment comprendre en fait que faire un effort et digérer, c'est pas compatible. J'ai entendu, c'est la fameuse ischémie reperfusion, c'est ça, c'est-à-dire que le flux sanguin va directement dans les muscles. Et non plus dans le système intestinal, et qu'on passe alors je connais pas exactement les chiffres, mais c'est monstrueux, c'est-à-dire le système intestinal est quasiment plus irrigué, quoi. C'est ça. Et puis, plus tu vas vite, et plus c'est le cas en plus. Donc en fait, faut vraiment retenir ça, que c'est qu'on n'est pas fait pour manger et faire du sport en même temps. Donc d'où la problématique, quoi. C'est pour ça que il y a autant de coureurs qui ont des problèmes à ce sujet-là. Maintenant, tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est tout à fait ça, hein, la problématique de l'ischémie, et d'autant plus le fait d'avoir une alimentation en amont des efforts qui soit confortable au niveau de l'intestin, parce que l'intestin, au moment de l'effort, il est plus du tout en fonction de digestion, parce que le sang va irriguer les muscles, mais pas que, hein, le cerveau aussi, parce qu'il vaut mieux être un peu lucide aussi quand on court. Et du coup, il faut vraiment lui faciliter la tâche. Et comme le dit Thomas, ça va être penser à pas forcément consommer des quantités si on est sur un effort court, en tout cas, parce qu'on on aura les réserves et les stocks qui permettront en tout cas d'aller au bout de l'effort et de soutenir l'effort. Et par contre, si on dépasse les 1h30, 2 heures d'effort, là, il faut penser à une stratégie qui soit favorable de par un peu ces problématiques d'ischémie-là. Donc, et aussi pas penser que
on va dire, l'alimentation aussi au quotidien, préventive, elle permet aussi d'aider aussi la fonctionnalité de l'intestin. Voilà, on ne peut pas aussi demander à un intestin un peu, entre guillemets, malmené par une alimentation des fois qui est trop riche en sucre ou trop riche en graisse, ou voilà, avec un déséquilibre alimentaire, à qui on demande en plus voilà, de courir, parce que la course à pied, voilà, avec les chocs un petit peu et tout ce qu'on connaît aussi de l'entraînement au quotidien ou bicotidien, ça va un petit peu malmener d'autant plus cette fonctionnalité de l'intestin. Donc voilà, plein d'aspects qui nous font dire que le repos digestif et l'alimentation un petit peu adaptée permet en tout cas d'éviter toutes ces problématiques là sur le court, mais aussi sur le long, bien entendu. J'aimerais poser la question, Manon, est-ce que les glucides ont un rôle dans la récupération? Oui, alors. Après l'effort, j'entends. Oui, bien sûr. Alors, ils ont un rôle déjà, il faut refaire les stocks qui ont été utilisés à l'effort. Donc, encore une fois, en fonction de l'intensité, en fonction de la durée, en fonction de plein d'aspects, on aura des réserves qui seront à restituer. Et puis, on a ce qu'on appelle la fenêtre métabolique qui est présente, en tout cas. C'est le moment en fait où l'organisme il est le plus à même de restituer nos réserves énergétiques. Et cette fenêtre métabolique, elle nécessite des glucides, de l'eau, parce que si on n'a pas d'eau, on ne peut pas créer de l'ATP, on l'a dit tout à l'heure, on peut pas, voilà, et il faut de l'oxygène bien entendu, et puis des protéines, puisque en fait la combinaison des deux va permettre aussi de favoriser, de potentialiser un petit peu l'utilisation et la restitution des réserves énergétiques, et d'éviter aussi d'aller chercher dans des filières qui ne sont pas faites pour ça. Voilà, donc en fait cette fenêtre métabolique, c'est entre 4 et 6 heures. Alors il y a un pic un peu, on dit d'une demi-heure, 3/4 d'heure après l'effort, mais faut pas, voilà. Faut se dire aussi que il y a quand même du temps derrière un effort plus c'est long, et puis plus on a des heures derrière qui peuvent permettre en tout cas de récupérer via les glucides. Et puis ces glucides, il faudront qu'ils soient apportés, comme on disait tout à l'heure, de combinaisons différentes pour encore une fois potentialiser les voies de pénétration différentes. Alors il faut savoir par exemple qu'on va plutôt privilégier plutôt les céréales. Pas forcément complète, mais toujours pour justement l'ischémie, l'intestin, voilà, relancer un petit peu la fonction intestinale, donc plutôt des glucides qui sont par des céréales pas trop complètes, mais voilà, des céréales qui sont bien digestes, éviter les légumineuses, parce que tout ce qui va être riche en amylopectine, en amylase, c'est pas forcément très voilà, une fourniture d'énergie qui est le plus efficace sur le coup, mais plutôt des céréales, des glucides simples. Il y a les fruits, il y a les laitages, parce que dans les laitages qui sont digestes, le fromage blanc, les yaourts et compagnie, ça apporte du lactose, du galactose, mais aussi des protéines, des acides aminés qui sont essentiels. Donc, on recherche toujours cette combinaison de protéines et lipides et glucides, en même temps. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui peuvent être dites sur cette phase de récupération et l'alimentation qui peut être favorisé voilà, dans les repas post-effort. Ça me fait penser à quelque chose, je pense, qui est important, parce qu'on voit beaucoup cette erreur-là. C'est que souvent les sportifs veulent, après un effort plus ou moins intense, en tout cas les courses, j'ai remarqué, ils se récompensent, si tu veux, avec un repas où ils mangent n'importe quoi juste après. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'impact sur le… Est-ce que ça ne serait pas aussi important après qu'avant? Tu veux dire manger? J'ai pas trop compris. En fait, si tu veux, il y a plein de sportifs, en fait, après l'effort, ils vont complètement lâcher la nutrition. Et ils vont se récompenser, ils vont faire bière, pizza, McDo, Coca, enfin tout ce que tu veux sur la liste, juste après un gros effort. Et moi je pense que c'est peut-être même plus important après qu'avant, parce que c'est là où le corps est vraiment en urgence, quoi, et c'est là où il leur amène le pire, quoi. Oui, c'est vrai que ce qu'on remarque un petit peu dans ce domaine-là, c'est qu'une fois passé la ligne d'arrivée, je peux me lâcher. Il y a un côté un peu lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est sûr qu'au niveau psychologique, une bière à l'arrivée ou une pizza entre copains après un effort peut apporter beaucoup d'intérêt psychologique oui, mentalement, c'est vrai que ça fait du bien.
voilà, ça fait du bien. Donc, il faut aussi se faire plaisir, mais il ne faut pas aussi perdre un petit peu l'intérêt aussi de cette récupération. On ne repart pas en fait sur un muscle fatigué. Et quand on a fourni un effort et on a aussi la perméabilité intestinale, tout ce qu'on a dit par rapport à tout ce qui va être ischémie, reperfusion, c'est pas du tout aussi le moment de lâcher complètement les efforts et puis d'apporter une alimentation qui soit pauvre en nutriments, en micronutriments, parce que c'est justement là, comme tu l'as dit, où les réserves sont épuisées, où les minéraux, les apports en amont, ils ont servi aussi pour produire de l'énergie, hein, parce qu'on n'utilise pas… Voilà, il y a plein d'autres nutriments, micronutriments qu'on utilise qui rentrent en fait dans le cycle du métabolisme énergétique, qui ont été aussi perdus dans la sueur, dans la sudation et à l'effort. Donc, il faut pouvoir restaurer un petit peu tous ces apports-là. Et en fait, dans notre alimentation, plus l'alimentation est variée, équilibrée et source aussi de calories qui ne soient pas des calories vides, hein, de bons nutriments autour des calories énergétiques, plus on va pouvoir repartir de bon pied et puis soigner sa récupération. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger une pizza ou boire une bière. Voilà, ça n'a pas d'impact, mais c'est plutôt la quantité un petit peu de ces aspects-là. Et puis surtout, derrière, vite réintroduire des légumes frais, des protéines de qualité, des matières grasses de qualité, hein, parce qu'on a tendance un peu à les diaboliser, ces bonnes matières grasses de qualité pour restaurer tous ces aspects fonctionnels et structurels et énergétiques. Hein, voilà. Juste un petit complément pour un petit conseil, je pense, qui peut aider. Tu vas valider hein, si tu… Mais moi, en tout cas, ça marche très bien. C'est une petite cure de L-glutamine après les ultras. Moi, franchement, c'est vraiment top, quoi. Parce que en général, ça dure pendant une semaine après les ultras, les intestins, enfin, tout est un peu détraqué. Et c'est quelque chose qui, chez moi, en tout cas, marche très, très bien, quoi. Oui, alors c'est complètement des pratiques alors qui sont encore pas trop connues, mais qui quand même, quand on parle de l'intestin, de la perméabilité et de l'utilisation en fait de la glutamine, hein, c'est un acide aminé en fait qui est surtout en fait utilisé au niveau de la paroi intestinale, hein, qui est indispensable en fait pour la bonne assimilation et la bonne on va dire sécrétion des bactéries déjà intestinales. Hein, donc nos bactéries si notre intestin il est abîmé, malmené de par notre activité physique et de par notre alimentation, en fait, on va forcément avoir des problématiques d'assimilation et puis aussi à l'effort, hein, des troubles digestifs. Donc, apporter un petit peu ces aspects-là après un ultra ou même de façon un petit peu 2-3 fois dans l'année, par le biais de probiotiques et tout, ça va renforcer notre paroi intestinale, renforcer notre travail intestinal et puis permettre aussi de réparer de façon beaucoup plus efficace nos tissus musculaires hein, au niveau du péristaltisme hein, de l'intestin. Donc, c'est clairement des très, très bonnes, habitudes. Manon, tu m'as gentiment donné l'autorisation de me faire un petit retour sur ce qui s'est passé à ton UTMB. Voilà, si tu peux nous faire un petit feedback des problématiques que tu as rencontrées et de ce que tu en as retiré. Ouais, alors c'est un sujet, hein, la nutrition que entre guillemets que je connais du bout des doigts, mais en pratique c'est pas toujours évident. Et du coup, à l'UTMB, j'ai eu quand même pas mal de petites problématiques, un petit peu d'apport énergétique, alors qui sont indirectement liées à faut vivre en fait un UTMB et un premier UTMB pour comprendre un petit peu c'est l'aspect au niveau émotionnel. Ouais, il y avait un peu de pression. J'étais sur place, il y avait un petit peu de pression, comme dirait l'autre. Complètement. Ouais, et puis moi la pression c'est quelque chose au niveau émotionnel c'est pas évident hein, de se mettre dans sa bulle, de se mettre dans sa stratégie et puis de rester focus sur tous les paramètres qui tendent à permettre déjà de réussir un bon démarrage sur un ultra hein, parce que il y a quand même pas mal de paramètres sur le long qui sont différents sur le court qu'il faut avoir en tête. Et moi je suis partie en tout cas bien dans mon rythme, bien dans mes temps, comme c'était prévu, mais très vite en fait j'ai fait des petites erreurs un petit peu de matériel, pour bien se changer quand il faut,
pas perdre de temps, mais prendre quand même le temps de le faire, et puis prendre le temps aussi de s'hydrater et de s'alimenter. Et en fait, moi, j'ai toujours un peu des problématiques de sensation, c'est-à-dire que tant que j'ai pas faim, que je ressens pas le besoin de manger, tant que j'ai pas soif, j'ai beaucoup de mal, en tout cas, à rester sur quelque chose de calculé et de régulier, en tout cas, dans l'effort. Donc, en fait, j'ai très vite, en tout cas, pas apporté suffisamment d'apport énergétique. Et les 5-6 premières heures, moi, j'arrive à tenir très facilement sur des efforts de 70-80 km sans apporter plus que ça d'apport via les glucides ou d'apport énergétique. Mais sur un 100 miles, forcément, à un moment donné, ça pêche. Et là, avec le froid, le stress et puis cette alimentation qui ne suivait pas forcément, même déjà dès le départ, je suis assez rapidement arrivée à des problématiques de troubles digestifs parce que je ne m'hydratais plus suffisamment et avec le froid et avec le manque d'énergie, j'ai dû mettre le clignotant à Courmayeur de façon très précoce alors que tout allait bien, que le moral était là, que les jambes étaient là. Mais voilà, énergétiquement, je suis un peu comme Thomas, j'ai quand même très vite une saturation au niveau du goût, au niveau de l'estomac et vite peur en tout cas de consommer un petit peu plus en énergie. Et ça me fait défaut en tout cas depuis plusieurs ultras. Donc, je cherche encore des pistes. Et vu que j'ai beaucoup utilisé aussi ma filière lipidique à l'effort sur mes entraînements, en fait, j'arrive à durer longtemps sur cette filière-là, sauf qu'à un moment donné, si tu veux potentialiser la performance et si tu veux continuer à durer dans le temps, il faut quand même avoir des apports aussi qui soient un peu plus tôt en glucides et j'ai beaucoup de mal à aller là-dessus. Bon, merci beaucoup Manon de ta transparence. Ça montre aussi que l'hydratation et la nutrition dans le trail et dans l'ultra en particulier, c'est vraiment propre à chacun et c'est hyper complexe parce que tu as beaucoup de connaissances, tu es formé pour ça, etc. Mais quand il s'agit de les appliquer aussi, ça devient parfois compliqué. Il y a des notions extérieures, de paramètres qu'on maîtrise pas forcément. Et en tout cas, merci beaucoup de ton retour. Thomas, est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail? Tu en as parlé légèrement tout à l'heure des premiers moments cétogènes qui t'ont les moments où tu as commencé ce régime-là, de manière un peu générale. Comment tu t'es formé, quelle bêtise tu as fait au départ, si on se place du point de vue du démarrage de ton expérience. Donc ça fait 3 ans que je m'intéresse à ce régime, suite justement exactement au problème qu'a expliqué Manon, mais j'ai l'impression d'y être. Donc du coup j'ai cherché pas mal de solutions. Il y a 3 ans, je me suis penché sur cette manière de s'alimenter au quotidien. C'est vraiment important de comprendre que c'est vraiment quelque chose au quotidien qui se fait et qui va ensuite avoir une conséquence sur le reste, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait au quotidien. Moi, au départ, évidemment, quand tu veux faire un truc, tu essaies de manière un peu extrême. Enfin, moi, en tout cas. Et en plus, vu que c'est quelque chose d'assez nouveau, enfin, nouveau en tout cas en France ou en Europe, il n'y a pas vraiment d'infos vraiment sur lesquelles tu peux t'appuyer ou tu peux être sûr que c'est vérifié. Donc, moi, j'ai testé des trucs au départ un peu excessifs, un peu trop gras, après, tu trouves vraiment des infos, des très mauvaises infos sur cette manière de s'alimenter en low carb. Donc, du coup, j'ai fait une première expérience, c'était plutôt un échec qui a duré 2-3 mois. Mais je l'ai pas perdu de vue. J'ai réessayé quelques mois après et là par contre je me suis appuyé, en fait j'ai fait la connaissance d'un couple qui sont vraiment spécialisés dans ce régime, qui ont écrit des bouquins dessus, qui ont fait un site internet avec une formation. Enfin c'est vraiment une source d'information, je trouve, qui est vraiment énorme. Et à force de lire des bouquins, des choses comme ça, je me suis lancé dedans il y a 2 ans. Donc ça fait 2 ans que je suis sur un régime céto. Et honnêtement, il faut vraiment plus d'1 an pour vraiment être performant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on va faire ça et que le mois prochain, tout ira bien. C'est-à-dire que tu as des effets tout de suite sur une énergie plus constante, sur
des sensations de faim qui sont complètement différentes. Tu es vraiment je pense, une glycémie qui est hyper stable, enfin, des choses vraiment incroyables. Mais par contre, au niveau sportif, il faut vraiment du long terme. C'est-à-dire parce qu'il faut savoir que, comme expliqué Manon tout à l'heure, au niveau des mitochondries, de tout ça, au niveau musculaire, même à ce niveau-là, il faut que ça s'adapte pour que tu puisses consommer des corps cétoniques aussi bien que tu consommais des glucides. Et ça prend beaucoup de temps, j'ai l'impression, en tout cas sur moi. Et je pense que ça sera vérifié en labo. Je pense que ça a dû être, mais en tout cas, j'ai pas trouvé les études. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc, moi, je pense qu'il faut au moins un an et demi pour être performant. Et voilà. Et là, moi, enfin, en tout cas, sur les tests que j'ai fait moi, c'est vraiment flagrant sur les résultats, sur ce que j'ai moi. Enfin, si on reprend tes termes tout à l'heure sur la lipomax ou sur un crossover, tu as des résultats incroyables. C'est-à-dire que moi, j'ai repoussé mon crossover. Donc, c'est-à-dire le moment. J'étais là sur le test, je peux certifier. Ouais, Nico était témoin. Donc, le crossover, donc c'est le moment où en fait tu vas commencer à consommer des glucides de manière, on va dire, majoritaire. Notable. Non, notable. Même pas majoritaire. Enfin, non, pardon. Je parlais de l'hypomax. De manière notable. C'est-à-dire que l'hypomax, en fait, c'est le moment où tu consommais, on va dire, pas 100%, parce que tu n'es jamais à 100%, tu es à 96, 98%. Et tu vas commencer à consommer des glucides de manière notable. Voilà, on a un des coachs qui a passé le test, là, il est à 10,5, 11 au niveau du lipomax. Moi, j'ai repoussé sur 14 km/h. Kilomètre-heure, je précise. Ouais, en lipomax. Et le crossover, donc le moment où les glucides deviennent majoritaires, comme a dit Nico. Là, je suis arrivé en novembre, j'étais à 17, non, pas en novembre, en juin, j'étais à 17 km/h. Tu vois, donc c'est quelque chose que dans un bouquin de physio, tu ne vois pas. C'est quelque chose qu'on va pas t'apprendre à l'école pour l'instant. Enfin, donc moi, en fait, je cherche encore, tu vois, des sources scientifiques, des choses comme ça. Pour avancer là-dedans et pouvoir vraiment orienter des sportifs dans ce sens-là, parce que je pense vraiment qu'il y a des gens que ça aiderait énormément parce que, voilà, comme m'a dit Nico, en ultra, tu as trop de personnes qui souffrent de ça, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant. Les études, elles montrent qu'il y a une adaptation enfin, c'est ce que disent les études. Après, voilà, en pratique, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a ce que disent les études et puis il y a comment tu vis ta performance, comment tu vis ton effort et comment, voilà, à quelle vitesse tu peux aller en étant dans la fourniture énergétique. Donc, c'est à peu près 3 semaines. Alors, quand je t'entends et quand je discute avec d'autres personnes qui sont céto-adaptées, c'est en effet au moins un an et demi En fait, 3 semaines, c'est vraiment le moment où tu vas être adapté au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que tu vas plus avoir cette sensation de ne pas manger, quoi. Oui. Voilà, parce qu'au début, quand tu manges beaucoup de pâtes, riz, pain, de choses sucrées, en fait, les 3 premières semaines, tu as l'impression de ne pas manger. Et après, en fait, tu oublies complètement ça disparaît complètement. Oui, complètement. Ouais. Je pense que c'est ça l'adaptation dont on parle, qui dure 15 jours, 3 semaines. Mais au niveau métabolique, c'est bien plus long. Hein. Oui, tout à fait. Métabolique, et encore une fois, on a dit performance cellulaire en vue de fournir un effort qui soit de plus en plus intense en utilisant cette filière-là. C'est tout l'enjeu. Ouais. Je rebondis justement sur ce que tu viens de dire. C'est justement ça, ce dont on parlait à de nombreuses reprises avec Thomas notamment. C'est qu'en fait, moi, de mon point de vue, j'avais tendance à penser que le régime cétogène était vraiment efficace sur des efforts relativement peu intenses, modérés, on va dire. Ce qui est logique, parce que c'est le moment où on utilise le plus d'oxygène, et que quand on passait sur des efforts plus intenses, bien effectivement, si on consommait pas de glucides, on allait être un peu limité dans cet effort-là. Et a priori, d'après les retours que Thomas et je pense aussi à Benjamin, qui est aussi dans ce régime-là, font, a priori, sur ces efforts intenses-là, on a même sur ces efforts-là, on n'a pas réellement
t'as pas eu réellement de problématique d'intensité, quoi. T'as pas ressenti de difficulté à pousser la machine. Ben, en fait, peut-être que si je voulais faire du 10 bornes et que je voudrais courir le 10 bornes à 20 km/h, il faudrait que j'ai un régime différent, mais je suis pas certain parce que en fait, tu fais quand même tu fais quand même des stocks de glycogène, hein, même si tu es en cétose. Hein, c'est pas parce que tu as des glucides partout. Ton corps est capable de reconstruire ton stock de glycogène à partir de protéines ou de néoglucogénèse qui fonctionne très bien aussi pour reconstruire les stocks. Et tu vas aller taper dedans de manière très ponctuelle. Et c'est là, en fait, où il faut être intelligent après, où il faut pas tomber dans l'extrême. Non, je suis en céto, je mange jamais de glucides à l'effort, tu vois. Donc, moi, je pousse le test jusqu'au bout. J'ai fait des courses là en essayant de remettre des glucides dans les moments où le cardio monte trop. Voilà, c'est vraiment, j'aime vraiment tester les choses et après pouvoir fournir des preuves si c'est possible. Mais bon, voilà, on en est qu'au début, quoi. Toi, justement, par rapport à ça, Manon, d'un point de vue plutôt perso et aussi par rapport à ta formation diététicienne nutritionniste, le régime cétogène a ses mauvaises presses. Qu'est-ce que tu peux en dire? Moi, en tout cas, je suis vraiment très curieuse voilà, face à l'expérience de Thomas, parce qu'on n'en a quand même pas beaucoup des expériences de coureurs qui pratiquent. Donc, forcément, c'est toujours une mine d'informations, parce que, encore une fois, entre la théorie et la pratique, bon, bah, voilà. Et les études, il y a une petite dizaine d'études, en tout cas, qui sont que j'ai regardé un petit peu sur le sujet, qui sont quand même, voilà, qui montrent voilà, qui montre pas forcément l'efficacité, en tout cas, d'un tel régime sur la performance, hein, notamment. On va dire que les efficacités, c'est plutôt voilà, sur des efforts longs, en tout cas, et en effet peu intenses, et voilà, des types ultra distance. Mais encore une fois, quand on entend Thomas, on se dit que voilà, il y a quand même des choses qui, avec l'adaptation sur le long terme, et en apportant peut-être aussi un apport en glucides sur l'effort, il peut y avoir potentiellement un intérêt sur des efforts plus courts et plus intenses. Donc, c'est quand même intéressant. Après, les limites, moi, avec ma vision de diététicienne, où je suis quand même sur une vision quand même assez, on va dire, hédonique, hein, ou le plaisir, où je me dis que socialement, quand même, ou dans l'adaptation, les glucides, quand même, ça fait partie de notre alimentation, mais aussi socialement, de façon sensorielle, de façon gustative. Enfin, c'est quand même une combinaison au niveau des repas qui apporte quand même beaucoup de plaisir. Et quand je vois un petit peu des fois l'alimentation céto-adaptée, ça me fait pas toujours rêver, mais je suis persuadée que voilà, la curiosité de Thomas ou des pratiquants permet aussi d'aller chercher sur des modes alimentaires un peu différents, de se faire plaisir différemment, et puis de mettre en place des choses, des pratiques qui leur conviennent. Hein. Donc il y a un petit peu cet aspect social sur l'aspect psychologique, un petit peu voilà, le risque un peu des fois de s'isoler au niveau c'est très engageant quand même comme régime, hein, au niveau. C'est engageant. Ça, c'est sûr que ça demande. Voilà, on est aux alentours des 20-30 grammes de glucides par jour. Je pense que on n'est pas beaucoup plus que ça. Alors peut-être un petit peu plus sur des périodes. Ouais. Thomas, tu pourras peut-être nous dire. Et puis moi, je vois plutôt l'alimentation un petit peu cétogène aussi sur l'aspect santé, hein, sur le long terme. Hein, ça peut en tout cas avoir un impact sur les reins, sur la fonction rénale. Aussi en termes de carence un petit peu sur le coenzyme Q10 ou sur certaines vitamines notamment, donc à avoir quand même un accompagnement médical en parallèle pour pas en tout cas impacter la santé de façon globale. Et puis ce qu'on voit aussi quand même chez les personnes qui mettent en place ce type de régime-là, c'est quand même souvent il y a quand même une amélioration quand même des habitudes alimentaires sur ceux qui, en tout cas, qui l'ont pratiqué à court terme sur des objectifs très spécifiques, hein, de performance. Ils sont quand même penchés sur le sujet. Ils ont quand même globalement amélioré un petit peu leur alimentation en limitant un peu les excès de glucides et compagnie, ou en tout cas en revoyant un petit peu la qualité un petit peu de leurs glucides. Hein. C'est peut-être, moi, je suis très plutôt low carb et compagnie, donc c'est pas du cétogène, mais on est quand même dans l'idée de consommer moins en glucides
revaloriser les acides gras et les bonnes graisses dans l'alimentation, et puis surtout prévenir un petit peu de toute cette alimentation trop industrialisée où on est sur une alimentation qui est riche en sucre ajouté et qui va de toute façon à l'effort, mais au quotidien, provoquer pas mal de problématiques. Fatiguer le pancréas, fatiguer le foie, favoriser un petit peu les hypoglycémies réactionnelles, les variations glycémiques. Enfin voilà, forcément, il y a des choses à prendre dans ce type de mode alimentaire-là, c'est sûr. Après, de façon drastique, passer d'un régime, entre guillemets, très, très riche en glucides, avec une alimentation très industrialisée, à un régime cétogène, je pense que c'est un peu compliqué, mais il y a des choses voilà. Il y a une curiosité à avoir autour de ces pratiques-là, c'est certain. Mais pour la santé, je ne le conseille pas. Et pour l'aspect un peu psychologique et à l'effort, on voit que ça met du temps. La dépendance aux glucides, elle peut se faire par le biais de périodisation ou d'une alimentation qui est plus axée low carb, comme j'ai pu le citer, ou en voyant un petit peu l'alimentation dans un autre regard. Toi, Thomas, ton point de vue, ton ressenti par rapport justement à cet aspect régime, est-ce que c'est engageant, contraignant? Qu'est-ce que tu as dû mettre en place? On le répète, c'est quand même quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain, qui te force à modifier tes habitudes alimentaires, voire tes habitudes de vie. Toi, ton retour sur ces aspects purement habitudes. Comme je vous dis, moi, en fait, j'ai eu la chance de le faire de tester cette manière de se nourrir avec ma femme, donc c'est beaucoup plus facile déjà. Mais le premier coup, franchement, on s'est craché. Mais en fait, parce que tu vas suivre justement des mauvaises informations, des mauvais trucs qui vont te mettre dans les trucs extrémistes. Et en fait, il faut bien comprendre le fonctionnement justement au niveau physio de ce qui se passe. Et je pense que c'est très important au tout début de choquer l'organisme pour qu'il y ait les bons procédés qui se mettent en place au niveau du foie surtout. Parce que c'est le foie qui va avoir vraiment la part forte dans ce régime-là, qui va fabriquer les corps cétoniques qui vont te permettre justement de remplacer l'énergie que tu n'auras pas par les glucides. Mais après, en fait, une fois que tu as passé ces 15 jours, 3 semaines dont tu parlais tout à l'heure, après, tu arrives quand même à manger entre 50 et 80 grammes de glucides par jour si tu fais beaucoup de sport et rester en fait en cétose. En fait, ce qui est important après, c'est ça, c'est pas se dire il faut plus que je mange de sucre. Ce qu'il faut en fait pour que ça fonctionne, il faut que ton foie continue à fabriquer ces corps cétoniques qui vont te permettre justement d'avoir le bienfait. En fait, d'avoir les avantages. Parce que si c'est juste réduire les glucides, mais que ça ne fonctionne pas, tu vas juste être fatigué et ça ne servira absolument à rien. En fait, c'est ce que je vois, moi, chez plein de personnes qui veulent maigrir, qui baissent les glucides, en fait. Et qui baissent un peu tout, en fait, même le gras, les glucides, en fait, qui mangent un peu, mais un peu de tout. J'adore ça. C'est le pire, on va manger un peu de tout. Et du coup, en fait, il se passe rien. Tu es juste fatigué parce que tu manges pas assez et tu n'as pas les avantages. Donc, moi, je pense que c'est ça le risque au départ. Et après, pour revenir sur le côté social, en fait, je n'ai pas vraiment de soucis, moi, de ce côté-là, en fait. Mon petit déjeuner, moi, il est salé à 100%, donc du coup, il n'y a pas de problème. Je vais au restaurant, tu as toujours de la viande, du poisson, des légumes, des crudités. En fait, ce qu'on mange le plus quand on mange comme ça, c'est des légumes et des crudités. Ouais. Et la base de l'alimentation, des minéraux, des vitamines se trouve dans les légumes et les crudités. Donc, en fait, si tu veux, je vois pas comment je pourrais être carencé. Alors après, oui, il y a des trucs vraiment précis, si tu veux, où il faudrait contrôler. Peut-être ça m'intéresserait d'ailleurs, parce que maintenant, ça fait 2 ans que je fais ça, tu vois, ça m'intéresserait d'aller voir où on pourrait, tu vois, améliorer le truc, parce que c'est le but aussi. Mais au niveau social, voilà, je mange pas de pâtes, pas de riz, pas de pain, ouais. T'as toujours, tu vois, en fait, en général, t'as jamais que ça et. Oui, tu arrives à trouver, à ajuster des aliments qui te conviennent en fonction un petit peu des invitations. Complètement, ouais. En plus, quand tu aimes cuisiner, tu peux faire, maintenant on arrive à faire des muffins où tu n'as pas de glucides, tu vois, tu as 5% et qui sont tout aussi bons si tu es un peu bon en cuisine et que tu arrives à trouver les bonnes textures, les choses comme ça.
et tu manges des trucs qui sont aussi bons et tu sais que tu t'empoisonnes pas avec des trucs super sucrés, tu vois, où tu vas blinder ta glycémie pour rien, quoi. Donc, voilà, non, franchement, moi, au bout de 2 ans, voilà, il faut du temps, mais après, ça se fait très, très bien, quoi. Ouais, moi, j'ai une question, du coup, parce que vraiment, c'est hyper intéressant. Comment, en termes avec la pratique, hein, au niveau des besoins un petit peu en glucides, comment tu passes enfin, voilà, comment tu calcules un petit peu tes apports, comment tu ajustes un petit peu, tu vas à tâtons par rapport à ce que tu disais là. Non, mais en fait, c'est intéressant, ça me fait rebondir sur une question que je voulais te poser, moi, qui est que en fait, je cherche vraiment la vraie réponse. Mais en fait, j'ai eu des comme ça des conversations avec des micronutritionnistes, des choses comme ça, tu vois, qui m'ont guidé sur des quantités, à mon avis, un peu fausses, mais parce que tu veux, donc tu testes, tu te dis bon, je vais essayer 15 grammes, 20 grammes, 25 grammes par heure. Voilà. Et en fait, quand tu arrives dans ces trucs-là, bah, tu reviens aux problématiques de départ, quoi. Après, tu te dis, mais pourquoi je vais manger des glucides alors que, en fait, mon corps, il est adapté pour fonctionner sur des lipides. Donc, il n'y a aucune raison. Et maintenant, j'en suis à un point, si tu veux, où c'est ma question, en fait. Je vais me servir des glucides uniquement pour le côté hydratation. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en fait, que si tu n'as plus du tout de glucides dans l'effort, l'hydratation devient compliquée. Et en fait, moi, ce que je cherche absolument, justement, c'est cet apport minimal, si tu veux, qui va permettre vraiment de fixer l'eau, de faire rentrer l'eau. Et pour l'instant, j'en suis aux alentours entre 5 et 10 grammes par heure pour faire rentrer, justement, et ça fonctionne très, très bien. Là, sur Nice, si tu veux, j'ai fait ma plus belle course, quoi. Je marche qu'avec des électrolytes. Et entre 5 et 10 grammes de dextrose, tu vois, par heure. Et après, ponctuellement, comme je mangerai des repas dans la journée, tu vois, je vais manger des compotes de patates douces amandes d'une certaine marque que je ne citerai pas. Je vois. mais qui fonctionnent très bien pour moi, tu vois, et qui sont très faibles en plus en glucides, donc ça m'arrange, et qui amènent des protéines, tu vois, un peu de lipides, pas beaucoup, tu vois, le lipide des amandes qui est du très bon gras en plus. Et voilà, et comme ça, en fait, je n'ai jamais eu autant d'énergie. Ouais, c'est intéressant. Du coup, c'est ce que tu disais. En fait, tu épargnes toujours un petit peu le glycogène ou tu apportes juste ce qu'il faut pour synthétiser du glycogène sans que ça vienne impacter et que ça vienne switcher un petit peu cette vu que tu as eu l'entraînement et l'adaptation un petit peu d'utiliser la filière lipidique, le lipomax qui a été tiré jusqu'à, voilà, comme tu disais, sur des vitesses. Donc et au quotidien, parce que je pense que l'appareil à tâtons, au début, c'était peut-être des petites doses de glucides et au quotidien, ça a dû augmenter progressivement, j'imagine. Ouais, en fait, si tu veux, après, quand tu veux vraiment faire bien les choses, il faut que tu aies un testeur. Tu vois, comme le petit testeur qu'ont les diabétiques, là, qui est tout bête, hein, où tu te piques le doigt, là, en fait, il existe des bandelettes pour mesurer la cétose. Et en fait, tu peux t'amuser ensuite à voir la réaction. Alors moi, je faisais glycémie et cétose parce que les deux sont liés en général. Et tu peux t'amuser en fait en fonction des repas, en fonction des collations, de voir un petit peu, tu vois, comment ça évolue. Mais au début, effectivement, comme tu disais, tu es à 20-30 grammes parce qu'il faut vraiment faire comprendre au corps qu'il faut qu'il change de carburant. L'aspect choc, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Mais après, par contre, en revanche, tu as des gens à 100 grammes, ils sont en cétose. Oui, ça dépend c'est vraiment individuel. Et tu as des gens, malheureusement, ils sont obligés d'être à 30 grammes parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut tester. Après, le test, il ne dure pas très longtemps. Hein. Si tu as un analyseur, c'est vite fait. Hein. Donc, il faudra avoir un capteur super sapiens avec les bandelettes pour l'acide. Exactement. Alors ça serait fantastique. Ouais. J'ai testé le super sapiens justement pendant le régime céto. Mais en fait, ça sert à rien parce que la glycémie ne bouge pas. Bah oui, c'est ça, il n'y a pas de situation glycémique. Pour toi, maintenant, il n'y a plus d'intérêt, mais pour un démarrage, ça peut être intéressant. Ouais, c'est intéressant. Mais alors, ce qui est fou avec le sapiens, si tu veux, justement, c'est que moi, ma glycémie, elle est plus basse à l'effort. C'est-à-dire qu'en fait, quand je cours longtemps, ma glycémie descend, en fait, et elle reste, mais ça fait un trait, quoi. Ouais, mais en fait, c'est logique.
Ouais, bah oui, parce que C'est je pas pense du tout la vraiment. filière que tu. Voilà, en fait, ça passe, ça switch directement avec. Ouais, je pense que c'est assez logique que tu aies une glycémie aux alentours peut-être des 0,4. Hein, ça peut Ouais, être c'est très ouais, bas, c'est 0,4, très 0,5. bas, très Ouais. bas, et c'est stable, très très stable en fait. Et Ouais, dès que je fais plus d'efforts, en fait, après elle bouge. Mais enfin, elle bouge, mais par rapport à quelqu'un de classique, ça bouge pas beaucoup, hein. pas beaucoup. Ouais. Ça fait des mètres, quoi, tu vois. Mais par contre, à l'effort, c'est un trait, quoi. Donc c'est ouais, c'est assez drôle, quoi, de faire tous ces tests. Ouais. Non, mais une pratique en tout cas qui mérite en tout cas de s'y intéresser, même si voilà, il y a quand même, je trouve moi des enjeux sociaux et au niveau santé qui doivent être voilà discutés, qui sont quand Oui, même oui, à oui, je avoir suis en tête. d'accord. Mhm. Mais ton expérience est hyper intéressante. C'est vraiment. Alors moi, j'avoue que là, je suis un kiff total parce que j'avais presque oublié que j'étais animateur du podcast. Donc je vous écoutais parler. Non mais voilà, ce que j'adore, c'est ça, cet état d'esprit. On en parlait souvent avec Thomas. L'ouverture sur voilà. Et c'est ça aussi qui montre à quel point on est intelligent, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit sur d'autres méthodes, etc. Et on en est, comme tu disais tout à l'heure Thomas, on en est qu'au début, je pense, de ces questions-là. Hein, clairement, Mhm. il y a très peu d'études en réel qui ont été faites sur ces sujets-là. Donc en tout cas, c'est très très cool. C'est vraiment, je vous remercie tous les deux de partager aussi ouvertement vos points de vue et vos expériences. J'avais une petite question sur la glycémie, tu en parlais tout à l'heure Manon. Alors c'est une question on se posait souvent, est-ce qu'il est possible de faire une hypoglycémie réactionnelle à l'effort? Thomas rigole J'avais parce qu'on en noté. a... J'avais noté. Je l'avais noté. Alors, on peut faire une hypoglycémie réactionnelle à l'effort si on est en début d'effort et ça dépend en fait un petit peu de ce qu'on a consommé en amont ou si on a voilà, si on a après il y a aussi une adaptation un petit peu du métabolisme hein, encore une fois. Donc certaines personnes vont faire une hyporéactionnelle parce qu'ils sont hypersensibles parce qu'ils ont une insuline qui est voilà hypersensible et puis d'autres le feront pas alors qu'ils auront consommé la même dose de sucre. Donc voilà, c'est aussi très dépendant à chacun, ça dépend du fonctionnement aussi qu'on a propre. Mais on peut en faire en début d'effort si on a pris voilà, de façon isolée des glucides avec un index glycémique peut-être haut ou en tout cas une trop grosse dose, une trop grosse charge en fait de glucides. Mais par contre, à l'effort, le pancréas marche beaucoup moins bien parce que comme on l'a dit, hein, le sang a besoin d'irriguer voilà, les organes vitaux, mais surtout aussi les muscles et le cerveau. Et du coup, il y a quand même une insulinémie qui fonctionne beaucoup moins bien. Donc, on ne peut pas faire une hyporéactionnelle au bout de 4, 5, 6 heures. Par contre, on peut avoir quand même des variations glycémiques assez importantes. Et est-ce que Ça ça a un dépend. impact, ça, ces variations glycémiques, sur la performance, notamment en ultra, par exemple? Bah, c'est déjà, quand on a des variations glycémiques, on le ressent hein, sur la fatigue, hein, sur le côté survenu de la fatigue, sur les ressentis aussi à l'effort avec la sensation de jambes coupées et compagnie. Hein. Je pense que quand on est un peu en hypo, et en fait, ça dépend aussi de la notion de l'hypoglycémie hein, relative. Hein. Moi, je sais que je descends très très bas, hein, aux alentours de 0,4, 0,5, je me sens pas forcément mal, alors que tu prends quelqu'un d'autre qui a 0,4, 0,5, il va se sentir super mal. Donc, c'est aussi une histoire de sensibilité et puis d'habitude. Hein. Comme on le disait tout à l'heure avec Thomas, plus on va utiliser la filière par les lipides à l'effort, plus on va favoriser les séances à jeun ou ne pas forcément manger ou anticiper des apports et consommer des apports glucidiques pendant l'effort, plus on sera aussi en capacité de fournir un effort en étant avec une glycémie assez basse. Donc en fait, on habitue aussi notre organisme voilà, à continuer à produire un effort en étant bas sans apporter de glucides, de sucre. Et ça, c'est intéressant quand même. Alors, c'est sûr qu'à l'effort, si on est sur des intensités importantes et puis qu'on veut être performant, qu'on veut être lucide et pas lâcher un petit peu et faire un temps, il va falloir avoir une certaine stratégie et pas diminuer, descendre trop bas au niveau de la glycémie. Mais malgré tout, ça vaut le coup, en tout cas, d'entraîner son métabolisme à aller sur ces sensations d'hypoglycémie hein, relatives, hein, ces hypoglycémies. Mais voilà, les hypoglycémies réactionnelles, à mon sens, elles sont plutôt de par une mauvaise nutrition, entre guillemets, une mauvaise consommation avec une qualité alimentaire ou des quantités qui sont à revoir. Et par contre, sur des efforts plus longs, c'est peu probable. Hein. Donc Jim Walmsley, par exemple, je suis désolé de le citer, mais ou ceux qui font des erreurs au ravito en mangeant des bonbons
etc. C'est peut-être pas forcément lié à ça, quoi. En fait, le problème, c'est que s'il mange beaucoup de bonbons, il risque de casser un petit peu sa vidange. Enfin, il risque d'y avoir une problématique au niveau gastrique. Et en fait, il risque de faire une hypoglycémie, mais pas réactionnelle, mais juste une hypoglycémie parce que ni l'eau n'est apportée en suffisance, ni les glucides en combinaison intéressante avec une osmolarité importante. Et en fait, au final, il n'y a pas d'assimilation possible. Donc, quand il n'y a pas d'assimilation, quand l'intestin est, entre guillemets, bloqué et que l'estomac ne vidange pas, en fait, il fait une hypo parce que ce qu'il a mangé n'était pas adapté, tout simplement. Ouais, mais en fait, au résultat, c'est le même résultat. C'est le même résultat, mais c'est pas réactionnel. Voilà. C'est pas, ouais, on est d'accord. C'est pas une hyper et une hypo, en fait. C'est voilà, juste qu'il fait une hypo parce que, à un moment donné, il y a pas de. C'est pas réactionnel, mais c'est dû à une trop grosse charge glucidique, quoi. Ouais, c'est mécanique, en fait. C'est l'osmolarité, enfin, c'est. C'est ça. Ouais. D'accord, non, mais on est bien d'accord. Et il va se déshydrater en plus. Enfin, il aura tout gagné. Oui. Parce qu'en plus, moi, ce que je pensais quand on parle de ça, c'est que, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont quand même doucement sur les ultras, ou même sur des courses de 40 km, et qui s'arrêtent longtemps en ravito, et tu vois, et qui sont plus, on peut plus dire qu'ils sont parfois dans l'effort. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes 20 minutes à un ravito, ton organisme, c'est pas pareil que si tu restes à 150 au cardio tout le temps et que c'est régulier. Alors là, c'est différent, tout à fait. En effet. Tu vois, et ça, je pense qu'on ne prend pas ça en compte parce que quand tu parles à des gens qui mettent 8 heures pour faire 40 km, tu vois, et qui vont s'arrêter au ravito à chaque fois et tout, et qui vont s'arrêter longtemps, si ils commencent à faire des repas au ravito, derrière, c'est très compliqué, quoi. Oui. Parce que nous, c'est très compliqué à expliquer ensuite que, tu vois, par exemple, quand tu as des gens en stage et qu'ils arrivent, qu'on leur a préparé un ravito et que l'autre, il mange 3 bananes, un verre de coca, et tu lui dis, non, mec, si tu fais, là, calme-toi. Parce que derrière, ça va être une catastrophe, quoi. Oui, c'est une très bonne remarque parce qu'en effet, c'est sur des efforts vraiment à très basse intensité où il y a de l'arrêt, de la reprise, de l'arrêt, de la reprise. Il y a moyen, en tout cas, de continuer à stimuler cette insuline et faire ce type de problématique. Je n'avais pas eu ce point de vue, effectivement. Oui. Très juste. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à ça et c'est toute l'expérience. On pense souvent à ceux qui courent vite, tu vois. Oui. Mathieu Blanchard, 12 minutes. Il prend l'exemple de Jim Wamsley, donc du coup. Oui, voilà. Mathieu Blanchard, 12 minutes sur la totalité de l'UTMB en arrêt. Ouais. Magnifique. Ouais, voilà. Dernière petite question qui me trotte. La dernière fois, je me suis posé la question, effectivement, de calculer, de dimensionner mes ravitaux par rapport aux glucides, pour éviter d'en manger trop, d'en ingérer trop. Est-ce qu'on doit faire la même chose sur les calories? Est-ce qu'on doit calculer le nombre de calories qu'on dépense et les compléter tout au long de l'épreuve? Ça serait une grosse erreur de faire ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas combler les dettes sur un effort, comme les dettes en minéraux ou en eau. C'est pas parce qu'on perd, par exemple, le poids est par exemple pas vraiment fiable par rapport aux dettes en hydratation. Il faudrait pas combler à 100% les pertes de poids en eau parce que là, on risquerait justement d'aller sur des troubles digestifs ou sur des problématiques de surhydratation. Et l'apport énergétique, c'est pareil. Il faut vraiment se laisser le temps en récupération de combler, de récupérer, de restituer ces réserves-là, énergétiques et caloriques, du coup, forcément. Et puis des bonnes calories, encore une fois, des graisses de bonne qualité, des glucides qui soient quand même, pas que exclusivement des glucides, et puis aussi des protéines à bonne quantité. Mais aller chercher le 100% de palier aux pertes énergétiques, ça serait une grosse erreur parce que on irait droit dans le mur au niveau des troubles digestifs et aussi de l'estomac. À un moment donné, il ne peut pas être en capacité de vidanger. On le disait tout à l'heure, c'est mécanique. 800 millilitres par heure, c'est déjà énorme. Ça dépend de l'intensité. On peut des fois aller un petit peu plus en fonction des intensités un petit peu plus basses. Mais du coup, on peut forcément pas apporter 13 000 calories si on a perdu 13 000 calories le long d'un ultra. Et c'est ça aussi qui est… tout se remet pas à zéro à minuit. On ne va pas perdre un membre si on a consommé pas la bonne dose d'énergie le jour J. Il faudra faire le job au niveau de la récupération. Et la récupération, elle dure plusieurs heures, plusieurs jours. C'est pour ça qu'on a faim souvent après. Exactement. Très faim, ouais. Très, très faim. Parfait. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose, Thomas, par rapport à ça, mais c'est du bon sens. Non, mais on en revient à ce qu'on disait au début. Manger ou courir, il faut choisir, quoi. Ouais, c'est ça quand même.
C'est bien. Est-ce que maintenant tu veux ajouter quelque chose pour terminer, pour clore l'échange sur ce sujet glucide? Moi, ça m'ouvre quand même à des questionnements sur ma propre pratique et aussi sur nos réflexions un petit peu scientifiques. Hein. C'est toujours hyper intéressant d'avoir entre guillemets, des contre-exemples un petit peu comme ça, ou en tout cas des expériences qui fonctionnent et où on voit voilà, quelqu'un qui est bien dans sa tête, bien dans son assiette, qui a cherché, qui a été curieux, qui a mis du temps quand même à mettre les choses en place. Mais je trouve que c'est hyper intéressant dans nos réflexions, dans nos questionnements. Et pour ma pratique personnelle, je vois aussi que j'ai besoin aussi de tester des choses. Alors le Super Sapiens, moi j'ai justement prévu de l'utiliser pour essayer d'améliorer un petit peu ma stratégie à l'effort, mais je pense que j'irai un petit peu plus aussi sur cet aspect de cétogène et voilà, rechercher, peut-être expérimenter des petites choses un peu à l'écart des grandes échéances de l'année, mais ça vaut le coup peut-être d'essayer des choses un petit peu plus. Thomas, tu pourras faire passer ton test d'effort qui montre ce fantastique QR à 17 km/h. Ça m'intéresse bien. Avec plaisir, avec plaisir. Et si tu veux venir participer justement à un test, là, on va en refaire un fin novembre, si ça t'intéresse. Ah bah ça peut tout à fait m'intéresser, ouais, complètement. Thomas, est-ce que tu veux clôturer, rajouter quelque chose pour terminer? Non, je pense que l'échange était hyper enrichissant. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir discuter de ça avec quelqu'un qui a des grosses compétences en nutrition et qui peut valider les choses que j'ai fait et de voir que malgré tout, ça avance dans la bonne direction. Et puis d'apporter peut-être des pistes pour améliorer encore ce sujet-là et pouvoir aider les gens dans ce sens-là aussi. Parce que moi, c'est du côté coach, c'est ça qui me plaît aussi, c'est de pouvoir aller dans plusieurs directions. Encore une fois, je répète, c'est le but du jeu, c'est pas d'amener tout le monde en cétogène, quoi. Ça serait bête, hein, mais je pense que voilà, il y a des trucs vraiment bien dans ce style d'alimentation et ça serait dommage de pas en faire profiter certains, quoi. Ouais, certains qui souhaiteraient sauter le pas et qui se un petit peu de ton mode de vie à toi et c'est vrai. Ouais. Parfait, eh bien écoutez, c'était parfait, c'était un régal, vraiment. Comme je le disais, j'ai presque oublié que j'étais là pour animer le truc, donc vraiment, merci pour votre ouverture d'esprit, merci pour vos partages d'expérience, merci Manon pour être là depuis quasiment le début du podcast. Merci Thomas pour la nouvelle aventure qu'on est en train de vivre, et puis je vous dis à très vite. Merci à vous, merci à tous les deux. Merci à vous pour cet échange. Allez, super, bye. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Manon et Thomas, que je remercie énormément pour le temps qu'ils nous ont accordé. Et j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur ce sujet ô combien important. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook, Instagram à Let's Try le Podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez également rejoindre la communauté des Patreons, comme je le disais en début et en introduction, sur patreon.com/Let's Try le Podcast. Vous pouvez également aider le LTP. Soit vous pouvez donner 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, le deuxième outil de développement du podcast, c'est d'en parler autour de vous et de dire que ce que vous entendez, ce que vous écoutez est de qualité et qu'on passe toujours un bon moment. Donc voilà, le bouche à oreille, c'est la clé de l'agrandissement de cette communauté et de ce projet. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast, et d'ici là, n'oubliez pas, surtout vraiment n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut.